Bonjour à tous. Depuis la convocation du directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial, la polémique enfle sur les réseaux sociaux et la presse s'est intéressée au contour de ce projet de sécurisation du port autonome de Douala. Entendu au TCS pour des faits présumés de détournement de deniers publics, le directeur général du port autonome de Douala se défend et accuse, selon Mutation, M. Atou Lazare, auteur de la dénonciation, de vouloir s'accaparer du patrimoine foncier de l'ex-ONCPB à des fins personnelles. Alors que le messager prédisait le limogeage de l'actuel directeur général du port et l'arrivée à la tête de cette institution d'Ayem Roger, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, aucun changement n'est intervenu. D'autres tabloïds estiment que Cyrus Ngo est persécuté parce qu'il refuse de cautionner une mafia observée autour d'un important patrimoine foncier de l'État, estimé à plusieurs milliards de francs CFA. En réaction, Lazare Atou dénonce des mensonges véhiculés par les responsables du port autonome de Douala, sommés de cesser toute activité concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels des entreprises publiques. Le cabinet Atou conteste les hautes instructions du chef de l'État répercutées dans une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République. Lazare Atou estime que les correspondances de Ferdinand Ngongo s'appuient sur des informations erronées et elles ne font référence à aucune loi et sont contraires aux termes de la convention signée entre l'État du Cameroun et le cabinet conseil Atou à propos de la gestion des actifs résiduels de ces entreprises publiques. Selon Mutation, l'authenticité des hautes directives du chef de l'État en rapport avec le port autonome de Douala divise le secrétaire général de la présidence de la République et le cabinet Atou. Il se dessine alors une violente bataille autour des biens du port autonome de Douala et des entreprises publiques. S'agit-il des hautes instructions ou des obstructions dans la gestion des affaires publiques? Initié en 2018, selon une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, le marché spécial de sécurisation du port autonome de Douala a-t-il respecté les règles d'attribution, d'exécution et de contrôle des circuits de financement et de paiement des acomptes, alors que tout le monde s'interroge sur ces questions et n'ont pas éludé la vague des violences meurtrières qui frappent de plein fouet les régions anglophones? Le modérateur de la Presbyterian Church du Cameroun condamne ces échanges de tirs nourris et explosions survenus à proximité d'une paroisse à Bali, dans la région du Nord-Ouest. Le bilan fait état d'une chrétienne tuée et un pasteur grièvement blessé, alors que l'armée nie avoir tiré sur des civils. Le modérateur de la PCC exige une enquête indépendante internationale et déplore une guerre insensée qui fait souffrir les populations civiles. Pourquoi les différentes parties prenantes à ce conflit peinent à sortir de ce cycle de violence? Le renforcement de la coopération sécuritaire entre Abuja et Yaoundé est-elle suffisante pour contrecarrer les velléités séparatistes observées dans les zones frontalières des deux pays? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Roger Justin Noah. Bonjour. Bonjour, Monsieur Noufélé. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer les otages de M. Paul Biya qui sont retenus dans les prisons infestes de ce dernier, de ce vieux dictateur. Ça fait plus de 10 mois aujourd'hui qu'ils sont retenus sans jugement, uniquement pour leur opinion politique, dans un pays qu'on veut croire et qu'on veut dire et qu'on clame démocratique, où, disent-ils, il y a respect des droits de l'homme. Quand je l'ai dit, permettez-moi de pousser un cri de colère face à ce que je constate. Notre pays marche sur la tête. Il se trouve que le vieux lion n'a plus de croc
encore qu'il n'a jamais eu. Il rugissait avant, ça pouvait faire peur, mais aujourd'hui, il n'a même plus la force de rugir. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Mais il se passe des choses terribles dans les lycées notamment, où les proviseurs exigent des frais complètement illégaux, notamment pour l'APE, pour l'informatique, pour les frais médicaux, allant jusqu'à 60 000 francs CFA. Et il se trouve qu'on oblige même les parents à être membres d'une association, l'APE, alors que la loi 053 du 9 décembre 1946 est claire. On adhère librement à une association. On me dit que le ministère avait à son époque fait un arrêté sur la question des APE. Mais je dis, un arrêté d'un ministre ne peut pas être supérieur à une loi. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il faut que ce gouvernement mette fin. Et je dis, il est de la responsabilité des parents d'arrêter ça. Qu'ils refusent de payer des frais illégaux et ne payent que ce qui est légal, c'est-à-dire 7 500 à 10 000 francs CFA. Et qu'ils n'hésitent pas à traîner devant les tribunaux, si tant est qu'on a encore une justice dans ce pays, les proviseurs qui continuent à exiger ces frais avant d'inscrire les enfants dans les écoles. Je voudrais dire, dans un pays normal, et je termine par là, on aurait pu regrouper les écoles, les collèges et même les études d'enseignement supérieur par catégorie en fonction des infrastructures, en fonction de la qualité de l'enseignement. Et donc, arrêtez donc les frais de pension en fonction de tout cela. Mais aujourd'hui, les promoteurs de ces structures-là s'enrichissent au détriment de la qualité de l'éducation, encore qu'ils ne payent pas grand-chose au personnel, notamment le personnel enseignant. Votre dénonciation a été bien comprise. Merci d'être avec nous, Roger Justin Noah. Et en face de vous, c'est un communicant du RDPC, le parti au pouvoir. Patrick Rifoué est avec nous. Patrick Rifoué, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs de ce programme. Je voudrais saluer ici les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont actuellement aux prises avec les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base de notre formation politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le troisième panéliste est ministre du shadow cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias. Jean-Robert Wafo est avec nous. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Un bonjour particulier, n'est-ce pas, aux populations déguerpies de Newton Aéroport qui jusqu'ici n'ont pas été recasées malgré tout le dispositif législatif en la matière. Je constate tout simplement que ce qui intéresse le camp d'en face, je veux dire, n'est-ce pas, le RDPC, c'est le renouvellement, n'est-ce pas, de leurs organes de base dans cette unité administrative. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Parce que plutôt que de se concentrer sur le mieux vivre des Camerounais, les gens vont, n'est-ce pas, en pleine zone sinistrée, organiser, n'est-ce pas, le renouvellement de leurs organes de base. J'ai dit également bonjour aux populations de Tabac, aux populations du côté donc de Tubonabé et un peu partout au Cameroun qui ne peuvent pas se loger, n'est-ce pas, du fait de l'absence de vision de ceux qui nous gouvernent en matière de logement. Merci d'être avec nous, Jean-Robert Wafo, sur le plateau de Droit de Réponse. Il est éditorialiste et consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamgia, éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de l'émission Droit de Réponse, ainsi que ma sincère affection. D'entrée du jeu avec vous, Roger Justin Noah, vous avez suivi comment la presse a traité cette affaire de convocation du directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial dans le cadre d'une affaire de détournement présumé de deniers publics relatif au projet de sécurisation du port de Douala. Cette structure a réagi, la presse en a fait également un large écho. Elle dit que c'est une dénonciation calomnieuse qui a été faite et que le directeur général du port de Douala a apporté des éclairages
qui le conforte dans sa position de gestionnaire transparent. Qu'en pensez-vous? Bien, Monsieur Noufélé, je crois que ce qui se passe là démontre à souhait la décadence de notre pays, notamment de la gestion de la chose publique. Il faut dire que il s'agit d'une lutte entre des clans du régime. D'une part, vous avez le cabinet Conseil à tout, avec ses soutiens dans le gouvernement. Et d'autre part, vous avez le directeur général du port autonome de Douala et le secrétaire général de la présidence de la République. Commençons par le cabinet, très rapidement par le cabinet Conseil à tout, pour dire que c'est depuis près de 15 ans que ce cabinet gère les actifs résiduels de 3 entités, c'est-à-dire l'Office national des ports du Cameroun, l'ONCPB et puis la régie FECAM. Et tout le monde sait qu'à plusieurs reprises, y compris le ministre même qui avait, semble-t-il, donné mandat à ce cabinet de faire cette mission, de conduire cette mission-là, il avait tenté de retirer, de mettre fin à ce mandat, je pense en 2007 ou 2008. Et il me souvient aussi que le ministre qui lui a succédé, M. Simmeigné, a tenté de faire la même chose. Alors, il faut se poser des questions. La première question, dans quelles conditions est-ce que ce mandat a été donné au cabinet à tout? Parce qu'il s'agit d'un service que l'on rend. Et quand il s'agit d'un service, il y a des mécanismes qui sont prévus, notamment le code des marchés. Ça devait susciter un appel, n'est-ce pas, un appel d'offres ou alors un appel à manifestation d'intérêt pour qu'il y ait une concurrence et puisqu'on puisse choisir celui qui a même de conduire la mission. Et il se trouve qu'on a laissé à un cabinet un patrimoine de plus de 100 milliards de francs CFA. C'est là que tout part. Maintenant, de l'autre côté, on a le directeur du port et l'autonome et puis le SGP de la présidence de la République. Tout part du fait que le SG de la présidence de la République, si un marché avec une sulfureuse entreprise qui s'appelle Port-Sec SA. Je dis sulfureuse pourquoi? Parce que cette société-là a été créée le 16 février 2018 au Panama. Et lorsque vous regardez l'adresse que j'ai pu obtenir, c'est bien Ikaza, CO, c'est-à-dire sous couvert, Ikaza, González, Ruiz and Aleman. Ce qui veut dire que c'est un cabinet d'avocats. Alors, cette entreprise-là va donc signer un marché en avril, le 13 avril 2018. L'entreprise est créée en février, elle signe un marché le 13 avril, et on nous dit que cette entreprise a une formidable expérience dans la sécurisation des ports. Lorsque vous allez sur le site de cette entreprise, c'est vide, il n'y a rien, vous ne savez à qui ça appartient. Cela dit, il faut pouvoir clairement dire que mes recherches démontrent que la personne qui se cacherait derrière Port-Sec est M. Eran Moas. Et les faits sont là, qui peuvent étayer cela. Et on sait que le directeur général de cette entreprise-là, M. Safir, est un ami de M. Eran Moas. D'une part. Maintenant, lorsque l'on prend le secrétaire général de la présidence lui-même, il signe le marché. Mais il y a eu plutôt une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République adressée au directeur général du port autonome Douala, lui demandant d'attribuer ce marché spécial à une entité avec des montants préalablement fixés. Est-ce que pour vous, vous estimez dans votre analyse, dans votre recherche, que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui signe le marché, ou alors c'est le rôle du directeur général d'une entité publique comme le port autonome? Non, je vais être très clair. Dans le cas d'espèce, il ne demande pas au directeur général du port autonome de signer. Il a déjà signé, parce qu'il adresse la lettre le 19 avril 2018, alors que le marché a été signé le 13 avril 2018. Donc il s'agit pour le directeur général d'exécuter. Ce n'est pas de signer. Or, même si on prend, il y a plusieurs points de vue, même si on prend la loi 2017, base 010, du 12 juillet sur l'établissement public,
l'article 62, alinéa 2 est clair. Le directeur général est l'autorité contractante de tous les marchés publics. Alors, en quelle qualité est-ce que le SGPR à présent signe ce marché? Alors qu'il n'est pas, si on regarde cette loi, normalement, légalement, l'autorité contractante. Il peut vous dire, j'ai suivi des gens dire qu'il a signé parce que il y a une commission permanente des marchés de défense et de sécurité. Encore faut-il que le marché entre dans ce cadre-là. Et le fait que plusieurs membres de cette commission n'ont jamais entendu parler de ce marché. Et de plus, je ne pense pas que le port autonome de Douala entre dans le cadre de cette commission des marchés de défense et de sécurité. Puisque tous les établissements concernés sont membres, par cela, sont membres de cette commission. Et même si c'était le cas, supposons, réfléchissons par la suite, on dit, bon, ok, c'est vrai, c'est possible. L'article 5 est clair. Après examen par la commission permanente des marchés de défense et de sécurité, le marché est visé par l'autorité bénéficiaire des prestations et signé par le secrétaire général de la République. On dit bien visé par l'autorité bénéficiaire. Or, l'autorité bénéficiaire, c'est qui? C'est le port autonome de Douala qui n'a pas visé ce marché. Il y a anguille sur roche. J'ai suivi d'autres qui disent non, c'est un marché spécial. Mon Dieu. Le caractère spécial pour vous justifierait l'intervention de ces autorités à la présidence de la République? Non. Moi, je dis que ce n'est pas un marché. Parce qu'il faut dire le marché spécial, ce marché n'a rien de spécial. Ce n'est pas un marché d'équipement, ce n'est pas un marché de fourniture de prestations directement lié. Et là, je cite, je suis le code de marché directement lié à la défense nationale, à la sécurité, ou alors aux intérêts stratégiques de l'État. Mais si c'était le cas, alors on aurait signé, les contrats au port autonome de Kribi. Et il aurait pu signer le même contrat lorsqu'il s'agit de la sécurisation des aéroports, notamment l'aéroport international de Douala ou bien de Yaoundé. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Uniquement, ce contrat concerne la sécurisation du périmètre du port autonome de Douala. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que c'est complètement illégal. Ça veut dire que ces gens se mettent ensemble pour distraire les fonds de notre pays. Il prend le marché, il donne à un ami qui vient avec une société qui est créée entre le 16 février 2018. Quelques mois après, on lui attribue un marché de plus de 26 milliards. C'est inacceptable. Je pense que nous, on ne doit plus laisser ce genre de choses passer. Ce SGPR doit rendre compte. Il faut qu'il explique ça à la justice. Comment ça s'est passé? Alors, y compris le directeur général du PAT. Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucun fait qui a établi la responsabilité du SGPR dans ce marché spécial. Mais on note, Edmond Kamdia, que le tribunal criminel spécial a ouvert une enquête et a entendu le directeur général du port autonome de Douala sur une dénonciation introduite par Lazare Atou sur des fonds présumés et détournés, des fonds publics. On parle de marché de près de 53 milliards de francs CFA. Quel regard portez-vous sur cette bataille autour d'un projet, d'un marché spécial qui suscite la controverse? Effectivement, la presse a traité de cette actualité-là, la presse écrite et audiovisuelle également, parce que c'est une actualité forte, dans la mesure où nous sommes dans un contexte sociopolitique assez précis. N'oublions pas le Covid-Gate. Et on sait le rôle que joue le tribunal criminel spécial dans le cadre de cette affaire. Quand je parle du Covid-Gate, en fait, je veux parler d'un maillon de la chaîne importante qu'est le tribunal criminel spécial, qui a convoqué le directeur général du port autonome de Douala dans le cadre de cette affaire qui vient d'être soulignée, en qualité de suspect pour présomption de détournement de deniers publics. Et c'est parti d'une dénonciation, on le sait. Et il s'agit dans cette affaire d'un marché de sécurisation du domaine portuaire. On le dit, mais il y a des questions. Cette affaire suscite beaucoup d'interrogations. Parce qu'on sait que dans cette affaire, il faut le dire d'abord, parmi les acteurs, il y a le secrétaire général à la présidence de la République,
il y a le port autonome de Douala, à travers son directeur général. Il y a le cabinet Atou, qui, il faut le dire, depuis plusieurs années, est, n'est-ce pas, ce cabinet qui s'occupe de la sauvegarde et de la gestion des actifs résiduels, n'est-ce pas, du chemin de fer, de la régie FECAM, de l'ONPC et de l'ONCPB. Et pourquoi est-ce que ce cabinet s'est réveillé dans cette affaire? Il me semble que ce cabinet contexte, dénonce, n'est-ce pas, ce fameux marché spécial pour lequel le secrétaire général à la présidence de la République demande, n'est-ce pas, au directeur général du port autonome de Douala d'attribuer, n'est-ce pas, à quelqu'un qui l'a sollicité, mais dans des conditions qui vraisemblablement feraient entorse à la loi. Maintenant, on le sait, c'est le tribunal criminel spécial qui va enquêter et démontrer et voir exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit effectivement, comme le soulignait tout à l'heure un des copanélistes, une affaire de clan, de réseau, où à travers une mafia, certains essaient de déposséder l'État, n'est-ce pas, de ses biens. Mais il faut également dire que dans cette affaire, qui tourne autour, vous l'avez dit, 53 milliards, cela questionne également sur ce qui arrive au Cameroun. Pourquoi est-ce que depuis qu'il y a des affaires de détournement de fonds publics, de malversation financière, l'unité de mesure de vol, c'est le milliard. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique et dans le monde où les questions de détournement de fonds publics et de malversation tournent essentiellement autour du milliard. Surtout que l'on parle également dans cette affaire de surfacturation. On parle d'entreprises sans expérience du tout qui auraient gagné ce marché. Et on laisse entendre, d'après des développements dans la presse, que les bénéficiaires, n'est-ce pas, seraient en réalité des gens qui sont dans les secteurs de la défense nationale. Et cela questionne également sur le concept même de marché spécial. Est-ce que lorsque un marché spécial doit être octroyé, comme c'est le cas, pas seulement maintenant, mais dans d'autres affaires, il y a eu plusieurs marchés spéciaux. On l'a vu dans le Covid également, où est intervenu plusieurs fois le secrétaire général de la présidence de la République pour demander au ministre de la Santé d'attribuer le marché à une entreprise. C'est la même chose que l'on voit au niveau du port autonome de Douala. Donc cela questionne et met à nu, n'est-ce pas, un certain nombre de pratiques qui font entorse à la loi et aux procédures légales. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a une question de fond que j'ai souvent mis sur la table sur ce plateau. On peut se poser au moins une question, sinon deux ou trois. Comment se fait-il que de plus en plus, les directives se font essentiellement sur haute instruction? Il dit presque sur tous les sujets, que ce soit la santé, le sport, aujourd'hui c'est les marchés, dans le domaine portuaire, c'est toujours sur haute instruction. Et on a du mal, on a véritablement du mal à démontrer sur quoi sont basées ces hautes instructions. Je voudrais rappeler ici un fait dans le passé, dans une affaire Camer ou de Boeing, où un des secrétaires généraux s'est retrouvé en difficulté face à la loi, parce qu'il devait démontrer les hautes instructions. Je pense à l'affaire Marafa, Amidou Yaya, qui avait été secrétaire général à la présidence de la République. Le tribunal lui a demandé de montrer la preuve des hautes instructions. Il a eu du mal à démontrer la preuve matérielle de ces hautes instructions. Et il s'est retrouvé dans les liens de la prévention. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais c'est pour dire que beaucoup d'acteurs, et en particulier certains acteurs qui ont été aux fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, ont eu beaucoup de problèmes. Il y a eu Marafa, il y a eu Atangana Mebara. Aujourd'hui, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République use et abuse apparemment des hautes instructions, et c'est la raison principale pour laquelle le cabinet a tout contexte ces hautes instructions. Il va falloir qu'on y revienne pour comprendre sur quels sont les fondements juridiques, n'est-ce pas, de ces hautes instructions. Mais davantage, il faudrait qu'on clarifie, n'est-ce pas, comment et pourquoi ce marché a été attribué à cette société-là. Justement, il y a cette communication, Jean-Robert Wafo, du port autonome de Douala, qui estime avoir élaboré ce projet en conformité avec les instructions présidentielles.
Ensuite, le marché a été attribué à une entreprise, Portsec SA, et il y a eu ces acomptes payés à cette structure. Et dans ce communiqué, le directeur général du port de Douala se défend que ce n'est pas son rôle de vérifier où ces fonds, dans quel compte exactement les fonds destinés au financement de ce projet sont virés. C'est le rôle de la BEAC, des banques et des autres agences telles que l'ANIF. Est-ce que vous y voyez à travers cette ligne de défense du directeur général du port autonome de Douala une suspicion sur des présumés détournements de deniers publics ou d'évasion des capitaux? Quand bien même on veut mentir, il faut savoir mentir. En octobre 2018 et en janvier 2019, le port autonome, le directeur du port autonome de Douala a demandé respectivement à deux banques, que je ne vais pas citer ici, et si vous voulez je cite, à Freeland First Bank et à la SCB, de faire virement de 2 milliards de francs CFA pour le compte de Portsec. Avec l'adresse et tout, quand on fait un ordre de virement, l'adresse est mentionnée. Comment peut-il dire qu'il ne connaît pas la destination de ce qu'il a viré? Donc vous virez de l'argent en l'air, vous demandez qu'on débite votre compte sans préciser le compte bénéficiaire? Non, non, non. Vraiment, quand parfois ce qu'on a dit est moins important que le silence, il vaut mieux se taire. Ce qui se passe, d'ailleurs Roger Justin Noah l'a dit, en rappelant l'article 62, qui mentionne que le DG, en matière de marché public, l'autorité contractante, révèle... Le DG d'un établissement public. D'un établissement public, bien sûr. L'autorité contractante veut tout dire. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est le grand soir qui se prépare. Quels sont les faits sur lesquels vous appuyez à travers une affaire qui concerne le port autonome? Je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. Ce n'est pas parce qu'un général demande à un capitaine de, par exemple, tirer sur le chef de l'État que le capitaine ne va pas réfléchir si c'est un ordre qui est légal ou pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un se met en haut, au sommet de l'État, SGPR, il vous demande, s'il y a un marché, il vous demande de faire le paiement, que vous allez le faire. Parce que, voyez-vous, le port autonome est une entreprise à capital public et à vocation industrielle et commerciale, donc relève du droit OHADA. Le DG du port autonome a pour hiérarchie le président du conseil d'administration, le conseil d'administration lui-même et l'assemblée générale. Alors, si l'État veut intervenir dans une affaire qui implique une entreprise publique, à capital public, exclusivement public, l'État peut le faire à travers ses ministres de tutelle qui vont demander à l'Assemblée générale de prescrire des actions à mener par le biais du conseil d'administration, des actions à mener par le DG. Le SGPR n'est pas la hiérarchie du port autonome. Je suis désolé. Il y a un mécanisme simple. Mais comment est-ce que le conseil d'administration a été au courant de ces transactions? Non. Puisque l'Assemblée générale ne pourrait être également au courant parce que le conseil d'administration n'est pas au courant. Est-ce que le PCA du port autonome a été au courant? Non. Est-ce que ce n'est pas une entreprise publique à vocation industrielle et commerciale dont relevant du droit OHADA? Oui, c'est une entreprise qui relève du droit OHADA. Mais en réalité, je vais dire, hein, ça fait plus d'1 an et demi que je vous parle du grand soir. Avec l'affaire Lada Atou, donc du cabinet Atou, les couteaux sont sortis. Les couteaux sont sortis. Ah oui. Les couteaux sont sortis. Pourquoi? Parce que, effectivement, il m'est revenu que
derrière le cabinet à tout, il y a des personnes. Derrière le DG du port autonome également, c'est clair, le secrétaire général de la présidence de la République. Je tiens à rappeler que le président de la République actuel, M. Paul Biya, a été secrétaire général de la présidence de la République. Montrez-moi un document où il a signé en ce qui concerne les affaires financières sur haute instruction. Montrez-moi un seul. Montrez-moi un seul document. Et comme Edmond Kamgi a dit, puisque l'affaire au tribunal, ce qui a été posé à Marafa comme question, ça sera posé à Cyrus Gore. Encore que le cabinet de la SAR doit contester la notion de haute instruction. Mais et rappelez-vous, quand il y a eu fuite d'un document dans les réseaux sociaux, le secrétaire général de la présidence de la République instruisait, donc demandait à la présidente du TCS de libérer l'ex-ministre Basile Atanganakuna. Il avait également marqué sur hautes instructions. Là, on n'a pas obéi à ça. Parce qu'on a trouvé ça illégal. Et jusqu'aujourd'hui, M. Atanganakuna est en prison. Malgré ses lunas. Vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que au niveau du TCS, certainement la présidente du TCS s'est référée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui lui a été secrétaire général de la présidente de la République, qui a dit non, ceci ne vient pas du président de la République parce qu'il ne peut pas faire un truc pareil. Dans le cadre de l'affaire du port autonome, le directeur général estime qu'il est l'objet d'une cabale parce que lui-même, il a dénoncé une mafia autour du patrimoine foncier de l'État géré par le cabinet Atout à des fins personnelles, pour reprendre les propos utilisés dans le communiqué de la direction générale du port autonome de Douala. Qu'est-ce que vous en pensez? Il veut créer l'affaire dans l'affaire. Oui. C'est tout. Il veut créer l'affaire dans l'affaire. C'est une théorie qui est chère à Edgar Hoover et à Charles Pasqua. Quand une affaire dérange, on crée une affaire dans l'affaire, et quand ça continue, n'est-ce pas, à ne pas s'apaiser, on crée une affaire dans l'affaire de l'affaire. Il y a deux problèmes qui concernent le port autonome, le DG du port autonome. Il y a l'affaire Kanaboua, qui a été condamné au tribunal administratif. Et puis il y a l'affaire, la dénonciation du cabinet Atout, donc du cabinet conseil Atout, qui ne cherche pas. Et puis j'ai vu des gens venir, comme pour noyer le poisson, parler de l'affaire Bolloré, machin, tout, pour susciter un élan panafricaniste de ce que je refuse d'appeler panafricain. On dit Bolloré a fait, mais c'est pas le problème, c'est un problème de gestion de fonds. Il se trouve que le prédécesseur du DG Cyrus Gore avait également a voulu, n'est-ce pas, sécuriser le périmètre du port autonome de Douala. Le montant, c'est de 3,8 milliards de francs CFA. Alors on arrive maintenant, M. Cyrus Gore arrive, le SGPR lui dit, ok, j'ai signé un marché le 13 avril avec une entreprise Port Sec. Et on donne même la domiciliation et tout, parce que je l'ai ici. C'est le 13 avril, marché spécial numéro 2018-001-SGPR, du 13 avril 2018 pour la sécurisation du périmètre et le contrôle des accès au port autonome. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin après signature. Ça, c'est après signature, le marché spécial numéro 2018 du 13 avril, passé avec la société Port Sec. Orcoli, en partenaire, etc., etc. Et représenté par son directeur général, M. Tsafi. Donc il ne s'agit pas d'une attribution, comme on disait. Il avait déjà signé. Il avait déjà signé. C'est clair, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin après signature. Si c'est le DG du port autonome, si c'est lui qui avait signé, on ne devait pas lui dire après signature. Non. Quand on lui dit, on dit de vous faire tenir 6 juin après signature. J'ai déjà tout sécurisé notre combo. Si seulement on va se partager. Voilà, c'est clair. C'est de ça qu'il est question, monsieur Cédric Moufélé. Exécute pas si. Moi j'ai signé. Donc exécute, on va se partager le combo. Il n'y a pas là un procès d'intention. Ce n'est pas la correspondance. Non, mais écoutez, la correspondance est là. La correspondance est là. Ce sont des faits. C'est une correspondance qui est signée 19 avril 2018, après le marché signé le 13 avril 2018. Donc le 13 avril, on signe le marché.
Et le 19, on informe le DG du port autonome. Ce que veut dire, c'est quoi? C'est que tous ceux qui gèrent la fortune publique doivent savoir une chose. Hein. La responsabilité pénale est individuelle. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. On n'est pas obligé d'obéir à une instruction quand elle est illégale. Et on en parlera de ces instructions dans cette émission. Il faut faire, c'est-à-dire que parce que ce que je dis, il m'est même revenu également que la même entreprise a gagné le marché de sécurisation du périmètre de la Sonara. Pourtant, M. Roger Justin nous a dit que c'est un cabinet d'avocats. Et pour chuter, je vais rappeler le procès de Nuremberg. Quand on a pris tous les proches de Hitler, puisqu'Hitler était déjà décédé, il s'était suicidé, dit-on. Tous ont dit, nous obéissions aux ordres de Hitler. On a dit, ça ne veut rien dire. Vous auriez pu refuser. Et tous ont été condamnés et exécutés. C'est pour ça que je parlais également de ce que je rappelle la théorie de la baïonnette intelligente. C'est pas parce qu'un capitaine, un général dit à un capitaine, par exemple, de tirer sur le chef de l'État, parce que le général c'est son supérieur hiérarchique, que le capitaine va donc tirer. Après, tous ceux qui posent des actes illégaux, sous prétexte que c'est sur instruction de, ça les regarde, ils iront au purgatoire. Après vous, Jean-Robert, Patrick Rifoué, vous avez suivi ces zones d'ombre soulevées par les copanélistes sur ce plateau, invoquant une immixtion du secrétaire général de la présidente de la République dans la gestion quotidienne du port autonome de Douala. Comment vous réagissez? Première chose, je voudrais commencer par la fin, c'est-à-dire en répondant à M. Jean-Robert Wafo. M. Jean-Robert Wafo voit le grand soir partout. S'il y a un nid de poule à l'entrée de sa maison, il y voit le grand soir. Si on coupe l'électricité dans le quartier, il y voit le grand soir. En un mot, pour ce monsieur, le grand soir, il le voit partout. Vous faites un mauvais rêve. Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est déjà dit. Bien. Pour revenir à l'essentiel, le port de Douala, c'est une infrastructure stratégique. C'est-à-dire que vous avez une infrastructure qui n'est pas stratégique seulement pour le Cameroun, parce que 80% du commerce extérieur de l'Afrique centrale passe par le port de Douala. À partir de ce moment-là, il est évident que s'il y a un marché de sécurisation de cette infrastructure-là, c'est un marché d'intérêt national et stratégique. Et à ce titre, il n'y a pas de comparaison possible entre le marché de sécurisation du port autonome de Douala et le marché de sécurisation de l'aéroport de Simalène et le marché de sécurisation du PAK. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Parce que si vous ne sécurisez pas le port de Douala, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez voir des armes qui vont entrer par là. Si vous ne sécurisez pas le port de Douala, vous pouvez avoir des marchandises de nature à compromettre la sécurité, pas seulement du Cameroun, la sécurité du Tchad, la sécurité de la Centrafrique, la sécurité du Congo et même la sécurité du Gabon. Donc il s'agit là d'un marché hautement stratégique. Et pour reprendre ce que M. Noah disait tout à l'heure, pour des marchés de ce type-là, effectivement, le visa du secrétaire général de la présidence de la République est requis. Donc, pour le moment, il n'y a aucun scandale à ce que le secrétaire général de la présidence de la République ait contresigné un marché qui doit être en outre signé par le directeur général. Est contresigné. S'il vous plaît. Je vous en prie, permettez qu'il développe. Le directeur général du port de Douala. Il n'y a là aucun scandale. On est dans le cadre de la loi. S'il y a une dénonciation, je veux bien qu'il y ait une dénonciation. Mais dans ce cas-là, il faut laisser la justice faire son travail. Je ne veux pas préjuger comme certains qui considèrent aujourd'hui au Cameroun qu'à partir du moment où il y a une dénonciation, celui qui est dénoncé est coupable. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a une dénonciation que le moindre fait est établi. Les dénonciations ne valent ni condamnation, ni culpabilité. Mais cependant, il y a des interrogations sur les conditions d'attribution et d'exécution de ce marché spécial. Et d'aucuns sur ce plateau s'interrogent pourquoi le conseil d'administration ni l'Assemblée générale n'ont pas été impliqués dans une telle procédure. Comment expliquer que la présidente de la République, à travers son secrétaire général, intervient directement au niveau du port autonome de Douala,
en omettant le ministre de tutelle, le PCA et les différents autres organes sociaux qui permettent justement de gérer l'entreprise au quotidien. Pour ce qui est des marchés de sécurité et de défense, ils doivent être contresignés par le secrétaire général de la présidence de la République. Donc il n'y a pas de scandale. Et il n'y a pas à recourir à la tutelle ou au conseil d'administration pour signer ce marché. Je dis, pour le moment, ce qui s'est passé est tout à fait légal. Est-ce que le marché qui a été signé a été livré? Est-ce que les prestations contenues dans ce marché-là sont les prestations qui sont livrées? J'entends parler d'un chiffre de 53 milliards qui a été allégué par un vendeur d'alerte. Je veux dire un lanceur d'alerte. Non, soyons sérieux. Il n'y a aucun document qui prouve que le marché est passé de 26 à 53 milliards. Donc ce chiffre, il sort d'où? Quelqu'un fait tomber un chiffre comme un cheveu dans la soupe et tout le monde se met à discuter à propos de ce chiffre. Il me semble que vous avez eu à consulter un certain nombre de documents. Aucun document n'indique qu'il y a un avenant ayant fait passer le marché de 26 à 53 milliards. Donc le sujet c'est, est-ce que le marché a respecté les règles? Pour le moment, je dis que le marché a respecté les règles. Est-ce que les prestations contenues dans le contrat sont les prestations qui sont en train d'être livrées? À titre d'information, moi, je suis consultant dans une entreprise de la place et pour ce marché-là, nous également, on avait soumissionné. Parce que je constate que les gens ici parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, nous, je ne vais pas citer le nom d'entreprise. Nous, on avait soumissionné, mais on n'a pas été retenu pour ce marché. Donc, je sais à peu près quelle est la consistance. Quel marché, celui-ci? Oui. Quel marché? Ce marché-ci, justement. Non, vous racontez n'importe quoi. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous présumez? Non, c'est s'il vous plaît. Permettez qu'il puisse S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez la parole, Patrick. Question rapidement. Je dis... Permettez qu'il développe, je vous en prie. Patrick, vous avez la parole. L'unité de temps ici, c'est 5 minutes, monsieur Noah. Vous allez souffrir que je développe. Bon, je ferme mes oreilles. Ce que je dis, elles sont toujours ouvertes. Pour ma santé mentale. Donc, surtout. ce que je dis, c'est que nous, on a également soumissionné pour ce marché, qui ne consiste pas simplement, comme on l'a dit, à construire une barrière de sécurisation. Pour une infrastructure portuaire, il faut que l'infrastructure soit aux normes, à la norme ISPS. C'est ça l'enjeu. Ce qui implique la formation d'agents de sécurité spécifiques. Le port autonome de Douala n'en avait pas en 2018, au moment où nous aussi, et c'est moi qui ai rédigé cette offre, au moment où nous aussi, on soumissionnait notre offre. Le port autonome n'en avait pas. Donc, il ne s'agit pas, c'est un marché de prestations intellectuelles pour l'essentiel. Je dis bien, le marché, les prestations physiques, c'est une part infime de ce marché. C'est essentiellement du conseil et de la formation pour les prestations qui doivent être réalisées ici, pour permettre au port d'acquérir la norme ISPS, qui est la norme mondiale qui a été arrêtée après les attentats du 11 septembre pour les infrastructures portuaires. Donc, quand j'entends des gens venir ici sur la base d'allégations qui ne sont fondées sur rien, qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, mais qui se permettent de dire qu'il y a eu... Mais montrez-moi un élément qui prouve que le marché n'a pas respecté. Comment expliquer qu'une entreprise créée en 2018 gagne un marché aussi important quelques mois plus tard et qu'il y a des interrogations sur la destination des fonds octroyés à l'entreprise pour réaliser le marché? Vous avez vous-même lu la ligne de défense qu'utilise la direction générale du port autonome de Douala, estimant que ce n'est pas de son rôle de connaître la destination des fonds. C'est à la BEAC et aux différentes banques qui doivent veiller si ces fonds vont vers des paradis fiscaux ou vers des pays où il y a souvent des blanchiments de capitaux. Oui, première chose, je vous ferai observer que récemment, dans le cadre des marchés Covid, il me semble que justement pour un virement de ce type, la BEAC s'y est opposée. Je constate que dans le cas d'espèce, la BEAC n'a vu aucune objection à ce que ces fonds soient virés. Donc, est-ce qu'au moment de la signature du contrat, l'adresse à laquelle les fonds devaient être virés, c'est celle-là? Si ce n'est pas l'adresse qui est contenue dans le contrat, il y a un problème. Mais si c'est l'adresse que le contractant a indiquée pour ce qui est du virement de ces honoraires, il n'y a pas de scandale à ce que ces montants soient virés là-bas. Donc je dis, pour le moment et a priori, les choses se passent de manière légale. Pour le contester, il faut lire le contrat et constater que dans le contrat, il y a une adresse autre qui a été donnée. Mais si les deux contractants ont accepté
que l'argent de l'un soit viré à cette adresse-là. Il n'y a pas de scandale à ce que cet argent soit viré là-bas. Maintenant, effectivement, il y a des suspicions parce qu'on considère que le Liechtenstein, c'est un paradis fiscal. Mais là encore, ce sont des suspicions. Et je dis, en la matière, il faut laisser les fins limiers du tribunal criminel spécial faire leur travail. S'ils considèrent que ces virements sont constitutifs d'évasion fiscale, bah, ils retiendront ces faits dans l'information judiciaire qui est en cours. Mais pour le moment, nous n'en sommes qu'à l'information judiciaire. Le directeur général du port n'a même pas encore été renvoyé devant un juge. Et on se met à préjuger et à considérer qu'il est coupable. Je dis, ce n'est pas sérieux. Nous venons ici pour éclairer les Camerounais. On ne vient pas ici avec des allégations pour faire croire des choses qui sont totalement tombées comme un cheveu dans la soupe dans ce débat. Après vous, Roger Justin Noah, est-ce que vous êtes convaincu par ces explications données à la fois sur la description de ce marché spécial et les modalités de financement et d'exécution d'un tel marché? Monsieur Noufele, je suis un peu abasourdi par les déclarations de mon compatriote. Quelquefois, il ne faut pas se faire l'avocat du diable, parce que ça peut amener quelqu'un où il ne fallait pas. Je commence par la fin. Il vous dit que les prestations étaient livrées, ce qui n'est pas vrai. Je suis allé sur la page Facebook du PAT, vous allez voir un document. Personne ne vous a dit que les prestations étaient livrées. Un document qui dit que il y a l'accès du côté du marché des fleurs qui est en cours de construction. Deuxième chose, il veut nous faire croire que c'est un marché de prestations intellectuelles, mais c'est faux. Ce n'est pas un marché de prestations intellectuelles. Il s'agit de construction. Mais ce que vous dites n'est pas exact. Il s'agit de construction. Puisque même dans, je suis désolé, même dans la défense du PAD, ils indiquent bien qu'il y a une dimension construction intellectuelle. Je vous ai écouté sereinement. Souffrez de m'écouter. Comme vous êtes très intelligent là. Souffrez de m'écouter. Donc, je dis que ce n'est pas un marché de prestations intellectuelles. Il veut nous faire croire, il nous dit que pour les marchés spéciaux, le visa du secrétaire général de la présidence est requis. Vous savez, quand moi je viens sur un plateau, ce n'est pas pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Je parle des faits et je parle des textes. Alors, le texte qui régit les marchés au Cameroun, c'est le décret de juin 2018. Qu'il me cite l'article qui dit que le secrétaire général de la présidence vise les marchés spéciaux. Non, monsieur. La présidence autorise, tout simplement. Et l'autorité contractante signe. C'est noir et blanc. Aujourd'hui, on veut me faire croire que construire une infrastructure de sécurisation est tellement stratégique. Mais je voudrais vous rappeler, monsieur Neufele, qu'avant ce marché-là, il y avait des entreprises qui étaient chargées du gardiennage de ces lieux. Et il y a même une qui aurait gagné le marché de construction de la barrière. Si ça avait été aussi stratégique pour que ce soit un marché spécial, je pense qu'à ce moment-là, on aurait aussi parlé de marchés spéciaux. Je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas le directeur général du port qui aurait signé le marché avec ces entreprises-là, mais ça aurait été le secrétaire général de la présidence de la République. Mais ça n'a pas été le cas. On ne peut pas nous démontrer pourquoi est-ce qu'on donne un marché aussi important à une entreprise qui vient de naître. Elle est née, je l'ai bien dit, au Panama, le 16 février 2018. Et elle gagne le marché en avril. Le 13 avril 2018, sans aucune expérience en la matière. Il ne faut pas conduire les gens, vous dites ISPS. Le code ISPS, si vous ne le saviez pas, est entré en vigueur en 2004. Il s'agit du code de sécurité des navires et des ports. Donc, ce n'est pas une seule infrastructure qui va faire en sorte qu'on vous donne ce code-là. Et pour rappel, le port de Kribi est certifié ISPS, si vous ne le saviez pas. Et n'a pas eu besoin d'un marché de sécurisation du périmètre pour se faire attribuer ce code ISPS. Puisqu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui que c'est parce qu'il fallait obtenir ce code-là qu'on a fait cela. Et puis, il essaye de nous mener à bateau quand il dit qu'il y a eu un appel d'offres. Non, il n'y a jamais eu un appel d'offres. Il n'y a jamais, en matière
En matière de marché, un marché spécial, puis c'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'appel d'offres. Ça veut dire que tout, ou une partie ou tout, les procédures concernant le marché d'appel d'offres ou les marchés de gré à gré ne sont pas respectées. C'est ce que dit le texte. Mais M. Nufele, quand il nous parlait d'adresse d'une entreprise, une entreprise comme celle-là, qui au jour d'aujourd'hui n'a aucun bureau nulle part, lorsqu'elle a été créée, je vous ai donné l'adresse au Panama. Aujourd'hui, l'adresse dans les documents, c'est Colli & Partner, qui appartient au docteur Ulrich Colli et au docteur Guido Urbach. Et ça, c'est des personnages, surtout le premier, Ulrich Colli, c'est des personnages sulfureux qui sont cités pas mal dans les Panama Papers. Pour, n'est-ce pas, les transactions complètement terribles qu'ils mènent pour protéger, blanchir l'argent qui vient d'ici et d'ailleurs. Monsieur Nufele, on ne peut pas se le cacher. Les transferts internationaux chez nous obéissent à une réglementation. Mais justement, dans le cas de la réglementation, le DG du port, lui, il estime qu'il n'a pas, ce n'est pas de son rôle de vérifier là où ces fonds sont destinés et qu'il n'y a pas eu un problème au niveau de la BEAC et des autres entités, du moins selon sa communication. Pour vous, est-ce que ça rassure sur la traçabilité dans le cadre des fonds qui sont octroyés à l'entreprise prestataire pour ce marché spécial? Non, ça ne rassure pas. D'abord parce que ces réglementations-là impliquent que l'entreprise doit avoir une domiciliation ici, dans une banque camerounaise. Première chose. Deuxième chose, le contrôle de ces opérations se fait a posteriori et non a priori. Et j'en veux pour preuve, je ne sais plus la date, il y a une lettre circulaire signée du gouverneur d'Abiac qui le rappelait aux banques que le contrôle se fait a posteriori et non a priori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous venez, la banque va exécuter et après il faudra apporter le document justificatif. Et s'il y a un projet, c'est à ce moment-là que ça peut clocher. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du transfert qu'il a cité relativement au Covid. Les 5 milliards sont partis, le premier transfert est parti 5 milliards. Mais le second n'est pas parti parce que lorsqu'on a fait le contrôle, déjà le plus justificatif, on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y avait anguille sur rose, on n'a pas permis que le second aille. Mais moi je voudrais dire quelque chose de très important, M. Nufele. Je vous en prie, allez-y. Il ne faut pas que certains essayent de noyer le poisson en disant non, on veut harceler le DGI, c'est un grand dirigeant, gestionnaire de fonds et tout ça. Je voudrais vous dire, il y a une fondation qui s'appelle la Foundations of Port Awards, qui chaque année fait des remises, des prix aux ports qui sont distingués sur certains aspects précis de par leur performance. Et j'ai vérifié tout ça. Depuis 2018, aucun port du Cameroun n'y est. Mais il y a un port, ce que j'ai retenu, hein, il y a un port quand même, Pointe-Noire, qui figure. Allez regarder 2018. Mais voilà, quelqu'un nous dit que non, il a une performance. D'autre part, lorsque vous regardez sur la performance financière, sur les 4 années, de 2017 à 2020, d'une manière générale, le port autonome de Douala a fait un résultat net d'autour de 14 milliards, ce qui fait une moyenne de 3,5 milliards par an. Vous prenez le port autonome de Kribi, qui n'a que 2 ans, qui a fait 4,8 milliards pour les 2 années, de résultats nets, ce qui fait une moyenne de 2,4 milliards de francs CFA. Lorsque vous mettez les deux, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas match. Si moi, les deux entités vont à la bourse de Douala, moi je ne mettrai pas mon argent dans les actions de la bourse de Douala, je les mettrai dans les actions de la bourse de Kribi. On ne va pas remettre en cause quand même les performances du port autonome de Douala. Tout le monde, Edmond Kanga, s'est félicité après le départ du groupe Bolloré du terminal à conteneurs. On a vu comment le port autonome a communiqué sur de meilleures performances, que ce soit au niveau du terminal à conteneurs ou d'autres plateformes existantes sur la place portuaire de Douala. Mais il y a ces zones d'ombre autour de ce projet de sécurisation qui posent de plus en plus des problèmes. Et il y a les regards tournés vers la tutelle qui ne s'est pas prononcée jusqu'ici, le conseil d'administration qui est très silencieux. Comment expliquer l'absence de ces organes sociaux au moment où il y a une polémique qui enfle sur un projet aussi important? Oui, tout à fait. Il ne faut pas qu'on se trompe de sujet. Quand j'entends ou je lis,
on parle de Bolloré par-ci par-là. Ce n'est pas ça le sujet. C'est clair. Bolloré n'a rien à foutre avec ce sujet. Le tribunal criminel spécial a convoqué le directeur général du port autonome de Douala sur un sujet précis qui n'a rien à voir avec Bolloré. Ça, c'est la première chose qu'il fallait dire. La deuxième, c'est que il y a un questionnement fondamental dans cette affaire. Et vous avez raison de dire que il est assez étrange que le conseil d'administration, un certain nombre de structures d'organes qui auraient dû être avisés au préalable, n'aient pas été impliqués, n'est-ce pas, dans cette affaire. J'irai plus loin en disant que le Cameroun est une république qui a un gouvernement, qui a un chef de gouvernement. Et la grande curiosité dans cette affaire, c'est que nulle part je n'entends parler du Premier ministre chef du gouvernement. Est-ce à dire que dès lors qu'il s'agit des marchés spéciaux, on met de côté le Premier ministre chef du gouvernement, il n'a plus rien à dire. Toutes les instructions doivent partir de la présidence et atterrir directement au niveau des directeurs généraux sans passer par ceux-là qui sont censés être sous la coordination d'un Premier ministre chef du gouvernement, c'est-à-dire les ministres. Parce que dans cette affaire, j'ai vu des correspondances adressées au MINFI, des correspondances concernant le ministre des Domaines, mais nulle part, je n'ai vu une correspondance qui montre que le Premier ministre chef du gouvernement a été de près ou de loin impliqué dans la gestion de cette affaire. Cela montre également à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement. Et cela me rappelle, n'est-ce pas, un questionnement que j'ai toujours mis sur cette table, c'est de savoir au Cameroun finalement qui gouverne. Qui gouverne? Et c'est l'ouvrage, c'est l'excellent ouvrage d'un sénateur actuel. Il a écrit, il n'était pas encore sénateur à l'époque, il a rédigé, Pierre Flambon-Gayab, Cameroun qui gouverne. Est-ce que c'est le Premier ministre du gouvernement qui gouverne? Avec les faits que nous voyons, non. Ce n'est pas le Premier ministre du gouvernement qui gouverne. Est-ce le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun? On a l'impression, depuis un certain nombre d'années, que ce soit sur les chantiers de la CAN, que ce soit dans l'affaire du Covid-Gate, ou alors dans les marchés comme celui-ci. Si c'est le cas, mais il faudrait peut-être qu'un jour, on pense à réviser la Constitution pour dire que le chef de gouvernement, c'est le secrétaire général à la présidence de la République. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que, dans les règles et procédures légales, et même conformément à la Constitution, il faut permettre au Premier ministre chef du gouvernement, qui a des attributions, des fonctions constitutionnelles, de jouer pleinement son rôle. S'il y avait eu, j'ai dit bien si, effectivement, il y a eu ces hautes instructions-là, pourquoi est-ce que le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas été informé ou n'a pas été impliqué? Parce que c'est par lui, c'est à travers le Premier ministre chef du gouvernement que les ministres concernés, qui assurent la tutelle, auraient pu et dû intervenir de manière réglementaire et de manière efficace sur le plan administratif. Et c'est là également, quand je vois qu'il y a eu cette grande curiosité, je comprends qu'il y a véritablement, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le plateau, anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que au niveau du tribunal criminel spécial, je fais confiance à ces magistrats. J'espère qu'à travers l'enquête qu'ils vont mener, ils vont nous permettre vraiment de démêler les chevaux. Et ils nous permettent également, à travers cette affaire qui ne fait que commencer, sanctionner. J'espère qu'ils auront le courage de dire le droit. Sanctionner effectivement l'auteur ou les auteurs et complices de malversations financières. Mais également de remettre sur la table toutes les procédures. Comment est-ce qu'ils doivent être appliqués? Comment est-ce qu'ils doivent être mis en œuvre quand il s'agit de marchés spéciaux ou de marchés ordinaires, classiques? Est-ce que les marchés spéciaux sont devenus le couloir le plus usité, le plus utilisé des hommes, des personnalités qui
qui collabore à la présidence de la République, qui entoure le président de la République, le président de la République, et qui le mettent parfois en difficulté. Parce que ce type d'affaires, au finish, met en difficulté la gouvernance du président Paul Biya. Dans quel sens? Ce n'est pas la première affaire d'urgence. Du genre, je prends un seul exemple, pour lequel on n'a pas encore apporté toutes les clarifications. Les affaires des chantiers de la CAN. La CAN qui a glissé et qu'on s'apprête à organiser en 2022. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune clarification. Il n'y a pas d'audit officiel. Et tout est passé ainsi. Est-ce à dire que ces milliers de milliards que nous avons perdus parce que tous ces chantiers ne sont pas totalement réalisés? Et il y a l'affaire du Covid-Gate. Des surfacturations en surfacturation. Des marchés payés, non réalisés. Et c'est l'enquête, c'est le rapport, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes qui nous le dit, qui nous l'affirme. Et on attend jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'aboutissement de ces dossiers de malversation financière au niveau du tribunal criminel spécial. Et maintenant, avec cette nouvelle affaire, nous avons l'impression que lorsque les marchés spéciaux sont lancés, ça a tendance à prendre des destinations qui ne sont pas convenues, pour lesquelles on ne respecte pas tous les critères légaux. Et malheureusement, et je le disais tantôt, ce n'est pas de nature à rassurer sur la gouvernance au Cameroun. Après vous, Edmond Kamga, Jean-Robert Raffo, lorsque vous observez l'architecture institutionnelle du Cameroun, pour vous, existe-t-il des circuits entre le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur général du port autonome de Douala qui donnent directement des instructions sur un marché spécial aussi important? Est-ce qu'il y a eu une stratégie de mettre de côté les organes sociaux de cette entité publique et même le chef du gouvernement pour mener une telle opération? Mais c'est évident. Vous vous rappelez que j'ai dit une fois sur ce plateau que pour certaines personnes dans le sérail, le Premier ministre est devenu la serpillière de la République, sur laquelle n'importe quel kidam peut nettoyer ou alors essuyer les pieds. Mais pourtant, il tient un conseil de cabinet chaque fin du mois où il y a un point qui est fait sur les activités gouvernementales et des orientations qui sont données. Comment expliquer qu'un tel marché spécial important pour la sécurisation du port autonome, place stratégique du Cameroun, ait pu échapper à l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement? Ça, c'est même un gros marché. Il vous souvient, quand le ministre Manaouda est arrivé, un mois après, il a scellé le bureau du chef service du budget du ministère de la Santé, au motif que, bon, il disposait qu'il avait 3 bureaux, etc., et que, bon, voilà, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé au secrétaire général de la présidence de la République, et non pas au Premier ministre chef du gouvernement. Ça veut tout dire. Ça dépend de la manière avec laquelle ils arrivent comme ministres. C'est le copinage, c'est le réseautage. Il faut comprendre cela. Le Premier ministre, et surtout avec le Conseil des ministres qui ne se tient plus, je ne parle pas du Conseil de cabinet, le Conseil des ministres qui ne se tient plus, vous avez le secrétaire général de la présidence de la République qui est devenu tout puissant, qui est devenu le vice-dieu. C'est connu. Vous avez même vu ce Premier ministre, quand la crise anglophone a déclenché, il a rencontré plusieurs leaders politiques. Il est allé à Bamenda, il a rencontré dans le SDF. Et au sortir de cette rencontre, il a déclaré que un grand dialogue, que le président de la République va organiser un grand dialogue, que ce grand dialogue national portera sur tout, sauf sur la sécession. Et 2 jours après, vous avez vu le ministre de l'administration territoriale aller sur une chaîne étrangère dire que le dialogue ne portera pas sur le fédéralisme, alors que le Premier ministre avait dit portera sur tout, sauf sur la sécession. Le Premier ministre n'a pas parlé de fédéralisme. Quand il dit sauf la sécession, ça veut dire qu'on pouvait discuter du fédéralisme.
Mais le ministre de l'administration territoriale est allé après. Lui qui est membre du gouvernement, dont le PML est le chef, allait le contredire, allait le tacler. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire le Premier ministre au Cameroun n'inaugure que les chrysanthèmes. C'est les ornements là, on le voit là, machin et tout. Et que voulez-vous qu'il fasse? Il appartient au chef de l'État de ramener l'ordre. De dire, attention, il est Premier ministre et chef du gouvernement. Mais le lion ne rugit plus. Bon voilà. Donc c'est ça qui est la réalité. On a même vu la nomination des directeurs généraux. Oh, le SGPR l'a carrément mis de côté, l'a désavoué et tout, tout. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Vous voulez qu'il prenne, donc il monte au créneau en public? C'est pas dans l'ADN de ceux qui sont au gouvernement. Malheureusement. Mais je vais revenir sur une chose. Je vais dire à M. Rifoué. Monsieur Rifoué, vous êtes un mauvais agent de service après-vente. Malgré la dictée préparée que vous venez lire, je dis, vous ne comprenez rien, je dis bien rien du tout, au fonctionnement du sérail. Et tenez-le pour dit. Vous avez compris? Ce qui se passe actuellement, je le dis et je répète, et je ne suis pas le seul à le dire, même les ministres le disent. N'est-ce pas, quand ils sont avec leurs collaborateurs, c'est le grand soir. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que ce qui se passe actuellement dans ce pays. Les couteaux sont de sortie et vous verrez le grand soir. Quand je parle du grand soir, c'est les premières minutes, les premières heures, les premiers jours de la vacance du pouvoir. Première chose, qui va annoncer? Je ne souhaite pas la mort d'un adversaire politique. Parce que quand je parle de la mort, c'est la mort physique. C'est pas vous qui avez, mais il peut arriver. Que le long ne résiste plus. Mais c'est pas. Mais comme on le dit dans la Bible, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ni l'heure. Il peut arriver un matin, on n'entend plus parler du chef de l'État. Première chose, qui va annoncer? La Constitution est muette dessus. Ouais. La Constitution dit tout simplement que le Conseil constitutionnel constate la vacance. Mais avant la constatation, il faut une annonce. Qui va annoncer? Avec ce qui se passe là actuellement, où les ministres se donnent des coups, où on assiste à un règlement de compte à hockey choral. On tire sur tout ce qui bouge. Entre eux, il n'y a plus de cohésion gouvernementale. Qui va annoncer? Et on amasse l'argent. Ils ont le nerf de la guerre. Quand vous voyez par exemple l'entreprise, on parlait, n'est-ce pas, du port autonome. Une entreprise qui a été créée au Panama. Le siège n'est nulle part. Créée le 16 février 2018. En octobre, ils ont déjà un marché. En avril? Non, en avril, ils ont un marché. Et contrairement à ce que M. Rifoué dit, quand il prétend qu'il a soumissionné par le biais d'une entreprise, non, mais écoutez, même, c'est-à-dire que la commission permanente des marchés de défense et de sécurité n'a pas siégé. Il y a des généraux qui n'étaient pas au courant. Il y a des colonels qui n'étaient pas au courant. Mais je vous le dis, allez leur demander. Le représentant du MIDEF, voilà, le représentant du MIDEF, pas du tout. DGSN, pas du tout. Et tous, on regarde ça comme ça. La seule personne qui était informée en dehors du SGPS, c'est le directeur général du port. Qui est informé plus tard. Qui est informé plus tard. Il est informé plus tard. Et comment vous dire, est-ce qu'il y a eu un avis d'appel d'offres? Il ne faut pas venir, vous ridiculer sur un plateau. Et je vais même plus loin. Quand je parle du nerf de la guerre, vous avez cette entreprise à Port-Sec. On a le 26 octobre 2018, donc après le 13 avril, dans le match signé dans le 13 avril, qui a été acheminé au DG du port autonome, c'était le 19 avril, il y a eu 2 virements qui se ressemblent. Donc pour le même motif, la même entreprise, et à 3 mois de différence, le 26 octobre 2018, le directeur général du port autonome écrit à Afriland First Bank. Le motif, c'est le paiement avance 1 du décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial pour la sécurisation du périmètre du port autonome. Pas le débit de notre compte. Le montant, c'est 2 milliards. Bénéficiaire Port-Sec. C'est un compte qui est basé au Liechtenstein. Le 22 janvier 2019, c'est à la SCB. Motif, c'est le même motif.
Paiement, avance 1, toujours du décompte de l'avance de démarrage suivant le marché spécial du 13 avril. Montant 2 milliards. Mais vous parlez de quoi? Ce doublon-là, on paye un marché 2 fois à la même personne. Qu'est-ce qu'on prépare si ce n'est le grand soir? Qu'est-ce qu'on prépare si ce n'est le grand soir? Et il m'est revenu, comme je l'ai dit tantôt, que le marché de la sécurisation du périmètre de la Sonara, c'est à la même entreprise. Si cette information est vraie, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on pense que c'est le grand soir? Quand on met le Premier ministre de côté, dans pratiquement toutes les décisions de haute importance, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est anglophone seulement? Non. Quelque chose se trame. Quelque chose se trame. Et les coups ne sont pas encore totalement sortis. Vous allez vous désagréger. Après le départ du président de la République, le RDP sera éclaté en moins 20 morceaux. Je dis 20. Parce que ceux qui se préparent le grand soir ont le nez de la guerre. Bon, monsieur Patrick Rifoué, bon, je constate que personne ne vous contactera pour cela, parce que vous êtes totalement à la périphérie extrême, n'est-ce pas? Très rapidement. Non, je vous en prie, vous avez réagi, permettez à Patrick Rifoué de pouvoir s'exprimer. Il y a eu la question du paiement des acomptes qui suscite également la polémique. Dans le communiqué du port autonome de Douala, on note que ces acomptes sont réglés en fonction du contrat qui a été signé entre l'entreprise prestataire et l'autorité contractante qui se présente comme le directeur général du port autonome de Douala. Mais vous venez de suivre Jean-Robert Wafo qui estime qu'il y a anguille sous roche. Bon, quel est votre regard sur cette question? Je crois qu'il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Monsieur Jean-Robert Wafo, pour ceux qui ont l'habitude de vous écouter, vous exprimez exactement comme un perroquet. C'est-à-dire, quels que soient les sujets, vous avez les mêmes thèses. Et vous ne vous entendez pas parler. Mais c'est systématique. Vous êtes dans les digressions de manière permanente. Faites l'effort de rester dans le sujet. Je comprends que vous n'avez pas eu le temps de préparer ce sujet. Donc que vous vous comportiez comme le roquet que vous êtes. Mais s'il vous plaît, restez dans le sujet. Mauvais agent de service. Je dis, restez dans le sujet. Restez dans le sujet. Le comportement de perroquet ne vous grandit pas. Vous êtes hors du sujet parce que vous ne maîtrisez absolument rien du tout. Maintenant, pour en revenir à ce que vous alléguez, vous parlez de règlement de compte. Les règlements de compte, c'est au SDF, entre Jean-Michel Nietzsche et sa frange talibane, et Joshua aussi. C'est ça les règlements de compte. C'est ce qui vous arrive. Mais la frange talibane du SDF, à laquelle vous faites partie. Ah bon? Bien sûr. Oui, mais puisqu'on vous dérange. Maintenant, sur le fond, c'est normal que vous dites sur le fond, s'il vous plaît, je vous ai écouté parler. Monsieur Jean-Robert, si vous me coupez encore, et Patrick Rifoué, je vous en prie. Nous allons continuer soyons vous m'empêchez de parler, je vous empêcherai également de parler. Donc, respectez mon temps de parole. Patrick et Jean-Robert, soyons courtois. Les termes talibans et autres, on va éviter d'aller dans l'escalade verbale. On va rester sur le sujet de fond. Patrick Rifoué, vous avez la parole. Le sujet de fond. Contrairement à ce que... Même comme il est dans le fond. S'il vous plaît. Le fond du trou. Contrairement à ce que j'ai entendu dire par M. Wafo et M. Kamgia, le secrétaire général de la présidence de la République a toujours eu un rôle prépondérant dans l'administration. Je pense que, Edmond, vous avez bien lu le livre de Jean-Marie Atangana Mabara, qui indique que, effectivement, ça a toujours été un élément central du dispositif de gouvernement. Donc, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas parce que M. Ngongo est arrivé. À l'époque où Joseph Ouna était secrétaire général de la présidence de la République, vous étiez déjà dans la presse, on le surnommait le vice-dieu. Il n'y a donc aucun scandale. Je ne vois pas pourquoi ça étonne les gens qu'au moment où M. Ngongo est secrétaire général de la présidence de la République, qu'il tienne le même rôle prépondérant. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ces usages respectent les lois et règlements de la République? Est-ce que c'est conforme à la Constitution du Cameroun? Dans la République, parce qu'il y a des pratiques qui existent depuis la période où Joseph Ouna était à la présidence. Ces pratiques sont constantes et pour le moment, ceux qui les contestent doivent en appeler à César parce que celui qui nomme, c'est le président de la République. Si vous contestez ces usages, qui, je considère qu'ils conviennent au président de la République. Si vous les contestez, vous en appelez au président de la République. La présidente du TCS, la présidente du TCS
concernant l'affaire Bazi Atanankuna, où le SGPR a demandé qu'il soit libéré, elle a contesté, elle a dit je ne libère pas parce que je mets en doute cette haute institution qui présente la République. Je vous en prie, Jean-Robert. Patrick, il faut la parole. Oui, Patrick, allez-y. Vous avez c'est la réalité. Monsieur, vous avez des comportements d'enfants élevés par les voisins. Toujours à interrompre l'autre. Mais on prend le temps de vous écouter. Faites de même, s'il vous plaît. Faisons un débat courtois. Faites de même. Je vous en prie, restons sur les questions de fond pour permettre aux téléspectateurs d'être édifiés par les analyses des uns et des autres. Patrick Rufouet, la parole, Jean-Robert. Oui, Patrick Rufouet. Bon, faisons un débat courtois. Quand le trou parle du fond du trou, c'est amusant. Donc, ce que je dis, c'est que sur ce point-là, il n'y a pas de scandale. Maintenant, pour le reste, je vais revenir sur l'article 71 du Code des marchés publics. Qu'est-ce que cet article dit? Les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives au marché d'appel d'offres ou au marché de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. L'alinéa 2 de l'article dit « Les marchés visés à l'alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses écrites, secrètes, pour des raisons de sécurité et d'intérêt stratégique de l'État et échappent de ce fait à l'examen de toute commission des marchés publics. » Mais vous voulez qu'un marché qui concerne la sécurisation, et je le précise encore, il s'agit de la sécurisation de la principale porte d'entrée de l'Afrique centrale. Mais il s'agit d'un marché de sécurité nationale et de défense. Le président de la fameuse commission dont M. Noah parle, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Il est donc habilité à viser ces marchés-là. Deuxième chose, j'ai entendu M. Wafo, qui ne connaît absolument rien d'administration, prétendre que cette commission n'aurait pas siégé parce que des colonels et des généraux n'auraient pas été informés. Mais, cher ami, il n'y a aucun colonel, aucun général dans cette commission-là. Aucun. Et on parle de défense et de sécurité. Oui. Et parce qu'on parle de défense et de sécurité, vous pensez qu'il faut qu'il y ait des colonels et des généraux? Il n'y a aucun colonel et aucun général statutairement membre de cette commission-là. Il n'y a aucun général. Je vous en prie. Jean-Robert, Patrick Rufouet, la parole. Oui, même la DST n'est pas au courant. La DGE n'est pas au courant. Troisième chose. C'est un seul individu qui permettez qu'il présente ses arguments, je vous en prie. Pourquoi vous agitez? Oui, Patrick Rufouet. Allez-y, Patrick. Bon, je constate que Cédric n'a pas apporté un peu d'eau. On aurait dû vous donner un verre d'eau. Non, restons courtois. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Restons courtois. Quand il n'a rien à dire, restons sur le débat, messieurs. Jean-Robert, soyons disciplinés. Écoutons son point de vue pour pouvoir apporter la contradiction ou des éclairages. Non. On respecte. Pas plus. Je vous en prie, messieurs. On respecte ses propos. On va demander aux uns et aux autres d'être courtois. On va demander aux uns et aux autres d'être courtois lors de leur prise de parole. Jean-Robert, je vous en prie, il a la parole. Et Patrick Rufouet, allez-y. Donc, en l'occurrence, il s'agit du marché de sécurisation. C'est bien dit marché de sécurisation. Il s'agit donc d'un marché de défense et de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une infrastructure comme celle-là, et je le rappelle encore, par laquelle 80% du commerce extérieur de la CEMAC passe, et vous considérez qu'il ne s'agit pas d'intérêt stratégique de l'État. Et vous voulez comparer un marché de sécurisation d'une infrastructure comme celle-là au marché de sécurisation de l'aéroport de Simalé? Non, mais ce n'est pas possible. Vous voulez comparer le marché de sécurisation de cette infrastructure au marché de sécurisation du port de Kribi qui accueille à peu près 10% des échanges du Cameroun. Non, il ne s'agit pas de cela. Troisième chose, pour des marchés de ce type, les appels d'offres sont des appels d'offres restreints. Donc, si on ne vous connaît pas comme spécialiste dans le domaine, vous ne serez pas contracté. Autre chose. J'ai entendu le monsieur prétendre qu'il s'agit de prestations physiques. Non. Il y a une dimension prestation intellectuelle, je le rappelle encore, parce que nous, on avait soumis une offre au port autonome de Douala, dans le cadre d'une entreprise camerounaise. Et pour ce type de prestations, vous faites appel à des consultants. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte qui a 250 employés. Non. Vous faites appel à des consultants pour la prestation que vous allez réaliser. Donc, vous fonctionnez en cabinet. Il n'y a pas de scandale à ce que cette entreprise ait même été créée un mois plus tôt. Mais dans le descriptif que donne le directeur général du port autonome, dans le communiqué, il y a bel et bien
on voit bien qu'il y a une dimension physique très importante. Construction de barrières, installation des caméras de surveillance. On voit dans les différents aspects de ce projet qu'il y a un point très important sur l'installation du matériel numérique, sur l'installation d'un dispositif sécuritaire physique pour dissuader, pour contrôler les accès au port autonome de Douala et sécuriser les différentes places portuaires. Comment expliquer que vous insistez davantage sur la dimension intellectuelle alors qu'on voit à travers ce descriptif qu'il y a un pan matériel, physique et numérique très important aussi? Je vais essayer de rentrer dans les détails. Lorsque vous avez une prestation de ce type, vous commencez par faire un audit de sûreté et de sécurité. C'est à la suite de cet audit que les prestations qui vont être réalisées sont déterminées. Il peut y avoir une dimension, il va y avoir une dimension formation du personnel, parce que je le redis encore, ceux qui avaient mis des agents de sécurité qui travaillent, qui font de la sécurité humaine au port n'avaient pas compris de quoi il s'agit. La sécurisation d'une infrastructure portuaire, on ne la confie pas à ce qu'on appelle les APS, c'est-à-dire les agents privés de sécurité. Non, ils ne sont pas formés pour cela. Donc, les entreprises de gardiennage qui étaient au port de Douala n'avaient rien à y faire. Donc, lorsque vous avez une prestation comme celle-là, comme j'ai dit, vous commencez par faire un audit. À la suite de cet audit, vous préconisez un ensemble de sécurité, de solutions, qui peuvent être des solutions technologiques, qui peuvent être des solutions humaines, qui peuvent être des solutions en termes de formation du personnel. Dans ce cas-ci, effectivement, il y a une dimension technologique, c'est-à-dire qu'il faut installer les caméras à un certain nombre d'entrées. Il y a une dimension physique, il faut sécuriser certains points. Mais je dis, il y a la formation du personnel et il y a l'audit que vous facturez, parce que vous faites un audit. Donc, il y a une dimension intellectuelle et puis il y a une dimension prestation physique. Il n'y a donc pas de scandale à ce que une barrière soit construite, que des caméras soient installées, mais il y a déjà un travail qui a été fait parce que ceux qui ont gagné ce marché ont commencé par auditer l'existant. Vous évoquez, je vous en prie, Monsieur Noufélé. Je vous en prie, permettez qu'on puisse clarifier davantage les questions autour du port autonome de Douala. Est-ce que vous êtes d'accord avec le directeur général qui estime qu'il fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part du cabinet conseil Atout, parce qu'il a accusé ce cabinet d'avoir opéré une mafia autour du patrimoine de l'État qui appartiendrait, selon le directeur général du port, à la plateforme portuaire? Écoutez, je n'ai pas à me prononcer sur le caractère calomnieux ou non de cette dénonciation. Il y a une dénonciation. Le tribunal s'en est saisi. Il faut laisser le tribunal faire son travail. Effectivement, dans le cas où le directeur général du port est blanchi, on pourra considérer que ce sera une dénonciation calomnieuse. Et dans ce cas, il sera en droit de se retourner contre M. Lazare Atout pour dénonciation calomnieuse, qui est un délit qui est réprimé par la loi. Mais effectivement, je constate quand même que nous sommes dans un contexte où les actifs qui sont gérés par ce cabinet, il est question pour l'État de les récupérer. Donc, on peut supputer que cette perspective-là n'enchante guère le titulaire du cabinet et que, effectivement, cette dénonciation soit une mesure de rétorsion. Mais je dis, dans le fond, une dénonciation est une dénonciation. À partir du moment où elle enclenche l'action publique, il faut laisser la justice faire son travail avec sérénité. Ce à quoi j'invite les Camerounais, c'est à ne pas présumer du fait qu'il y a une dénonciation. Le fait que vous soyez dénoncé ne fait pas de vous un coupable. Vous êtes coupable au terme d'une procédure contradictoire et à la fin, le juge dit le droit. Pour le moment, le directeur général du port, je ne peux même pas dire qu'il est présumé innocent parce qu'il n'est accusé de rien pour le moment. Il n'a pas encore été renvoyé devant un juge, donc il n'est accusé de rien. Alors, sur la plateforme portuaire, avec vous, Roger Justin Noah, pour qu'on avance dans ce débat, il y a l'autre pièce de ce puzzle, c'est la gestion du patrimoine des entreprises publiques faisant l'objet d'une privatisation depuis de nombreuses années, privatisation et liquidation. Et l'administrateur, directeur général du cabinet conseil Atout conteste les instructions du chef de l'État répercutées dans une correspondance du secrétaire général de la présidente de la République lui demandant de cesser toute activité
concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels de ces entités publiques. Lorsque vous parcourez la correspondance de Lazare Atou, estimant que le SGPR s'est appuyé sur des informations erronées et que ces hautes instructions du chef de l'État ne sont pas conformes à la loi, comment vous réagissez? Oui, monsieur Nofele, avant de réagir, je dois rappeler lorsqu'on vient sur un plateau de télévision, sera pour éduquer, pour informer, pour former ceux qui nous regardent. Tout à fait. Mon compatriote du RDPC vient de vous dire qu'il n'y a aucun militaire dans la commission permanente des marchés de défense et de sécurité. Incroyable. Eh bien, cette commission est réorganisée par le décret numéro 89/913 du 31 mai 1989. En son article 2, vous allez me permettre de lire. Je vous en prie. Sont membres permanents de la commission permanente des marchés de sécurité, le secrétaire général de la présidence de la République, président, une personnalité désignée par le président de la République, vice-président, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense ou son représentant, le directeur général des grands travaux, le délégué général à la sécurité nationale ou son représentant, le secrétaire d'État à la défense ou son représentant, le chef d'état-major des armées ou son représentant, le chef d'état-major particulier du président de la République ou son représentant. J'ose croire, sauf si on me demande le contraire, que le chef d'état-major des armées, un militaire, un général, sauf erreur de ma part, le chef d'état-major particulier du président de la République est un général, et s'il n'est pas disponible, il va envoyer au moins un colonel. Alors, il faut que... Deuxième chose, il nous a dit que ce marché-là n'est pas passé par une commission. Supposons même que ce fut un marché de sécurité. Ce décret aurait obligé que la commission permanente des marchés de défense se réunisse et en parle. Bien sûr. Et l'article 7 de ce décret-là dit que les dispositions du décret du 18 juillet et des textes subséquents non contraires à celles du présent décret sont applicables. Ça veut dire que ce décret-ci n'est pas en opposition au décret portant Code des marchés publics de juin 2018, à ce que je sache. C'est clair. Deuxième chose, il vous dit que le marché en question, c'est un marché essentiellement de prestations intellectuelles. Monsieur Noufele, le premier marché, vous avez décrit tout ce qui est demandé, ça c'est très physique. Ça, ce marché, c'est 26 milliards de francs CFA, avec un net à payer d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Mais il y a eu un avenant de 6,6 milliards de francs CFA, qui est la partie prestations intellectuelles. Lorsque vous faites le rapport, vous voyez que ça ne représente même pas 20% de l'enveloppe globale, qui, selon l'OPAT, est de 32 milliards de francs CFA. Donc, je ne sais pas d'où il prend ces informations. Non. Je m'arrête là et je m'en vais répondre plus tard à votre question. Une mauvaise idée préparée, voilà. Je voudrais dire que ce qui se passe au niveau du cabinet Atou est de la prévarication, c'est de la haute mafia. Il faut dire que ce cabinet gère depuis plus de 15 ans aujourd'hui des biens meubles bâtis, non bâtis, appartenant à l'État du Cameroun. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous aviez les meubles Shell à l'avenue Kennedy, qui appartenaient à l'ancienne ONCPB. Et c'est géré par le même cabinet Atou. Le problème, c'est que il y a des ressources qui arrivent. Mais l'État ne voit rien. Ce cabinet ne fait aucun versement dans les caisses du Trésor. Mais dans la correspondance, il indique qu'il y a une convention plutôt signée entre l'État du Cameroun et ce cabinet pour gérer les résidus actifs, les actifs résiduels, autant pour moi, des ex-entreprises publiques qui font l'objet d'une liquidation et qui dit toujours avoir respecté les différentes dispositions de cette convention. Pour vous, vous estimez qu'il y a un problème dans la convention signée? S'il était aussi transparent que ça, s'il respectait la loi portant code de transparence dans la gestion des affaires des finances publiques, je pense qu'il aurait lui-même rendu public cette soi-disant convention-là. Et je vous rappelle que plusieurs ministres ont essayé de mettre fin
à cette mission parce qu'évidemment, il ne voyait rien arriver dans les caisses de l'État. Ça aussi, c'est une vérité. Maintenant, il y a la loi, le décret présidentiel du 24 janvier 2019 portant réorganisation du parti. Et ce décret-là parle bien des actifs de l'ancien Office national des ports du Cameroun qui doivent être reversés au parti. Donc, faisons fi même des correspondances du secrétaire général de la République. L'application de ce décret veut dire qu'il devrait au jour d'aujourd'hui, ce décret date de 2019, il aurait dû au jour d'aujourd'hui reverser au PAD tous les biens qu'il gérait, qui appartenaient à l'ancien ONPC. Mais il n'a jamais fait. Donc, moi, je ne suis pas dans l'affaire. L'affaire de 32 milliards, là, ça, c'est une affaire. On le remercie parce que c'est lui qui a dénoncé, qui a fait comme ça qu'il y avait cette affaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi son affaire. L'affaire du cabinet Lazare à tout. Il faut qu'il rende gauche de comment est-ce qu'il a géré. Parce qu'il nous revient même qu'il a vendu des biens appartenant à l'État sans autorisation. Des terrains, des immeubles, tout ça. Mais, attends, le pays lui appartient. Monsieur le Président, nous sommes venus accompagner cette chose. Chacun prend sa petite parcelle du Cameroun. Lazare lui prend là-bas. Il gère plus de 100 milliards. Il ne rend compte à personne. Est-ce qu'un tel cabinet peut mener de telles actions sans l'onction des membres du gouvernement, sans pouvoir procéder à ce qu'il y ait des vérifications de la part des autorités de tutelle qui, en l'occurrence, sont le ministère des Affaires foncières et le ministère des Finances et même le chef du gouvernement? Écoutez, très belle question. Le ministère des Affaires foncières, laissez-le avec ses pratiques qu'il commet là. Mais ici, là, c'est pas son niveau. Je vous dis ça clairement, c'est pas son niveau. L'affaire cabinet et tout, c'est pas son niveau. Laissez-le vendre les terrains, annuler les titres fonciers n'importe comment là. Mais ici, c'est pas son niveau. Et maintenant, en ce qui concerne, vous avez cité le ministre des Finances. Eh bien, je vous ai dit que en 2007-2008, le ministre des Finances de l'époque avait demandé la fin de cette mission. Son successeur, Simon Meunier, on a fait pareil. À l'époque même, il avait reconfié ça. Bon, lui aussi, c'est parce qu'il voulait aussi prendre sa part de gombo. À Challenge. Un cabinet s'appelait Challenge, quelque chose comme ça. Il n'est plus venu prendre quoi? Sa part de gombo. C'est tout. Maintenant, en 2014, vous avez le ministre actuel de l'économie qui était ministre des Finances, qui a annulé tout. Parce qu'à un moment, on a même voulu arrêter M. Atou. Vous le saviez bien. C'est ce ministre des Finances là qui vient dire que non, on arrête. Ce monsieur-là est blanc comme neige. Si vous n'avez jamais vu un sang, c'est lui. Donc il faut qu'on arrête toutes les poursuites contre lui. Et il écrivait comme ça au ministre de la Justice. Garde des Sceaux. On a arrêté toutes les poursuites. Et je voudrais dire que lorsque vous regardez les correspondances, vous vous rendez compte que de l'époque où le ministre de la Justice actuel était secrétaire général de la présidence, il a effectivement pris des correspondances qui tendaient à soutenir ce cabinet. Et les mauvaises langues disent que c'est lui qui est même caché derrière ce cabinet à tout là. Qui ça? Le ministre de la Justice. Garde des Sceaux. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve des liens entre ces deux personnalités, mais... Je n'ai pas dit ma langue, j'ai dit les mauvaises langues. Il n'y a toujours pas de preuve de lien entre ces deux personnalités. Mais Edmond Kanga, il y a quand même des questions qui se posent sur la gestion du patrimoine foncier de ces entreprises publiques. On se souvient des privatisations qui avaient été orchestrées après le Cameroun qui était sous programme d'ajustement structurel. Il fallait liquider plusieurs entreprises et elles avaient un important patrimoine foncier dont les actifs résiduels font l'objet d'une violente bataille entre des personnalités tapies dans l'ombre et au sein du sérail. On le voit à travers la correspondance de Lazare Atou qui conteste les hautes instructions répercutées dans la correspondance du secrétaire général de la présidente de la République. Il dit que ces hautes instructions ne sont pas conformes à la loi. Le SGPR ne s'appuie sur aucune loi pour lui demander d'arrêter toute activité concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels. Comment expliquer une telle contestation des hautes instructions du chef de l'État? Je crois que à ce niveau, l'affaire prend une tournure
très importante. C'est la grosse bataille des clans et des réseaux dans le sérail. En prévision de quoi? En prévision du grand soir. Voilà. Je confirme. Voilà, c'est tout. Je dis que c'est une grande bataille entre des réseaux et clans du sérail. Des personnalités s'opposent dans une sorte de guerre froide entre guillemets. C'est-à-dire la moindre affaire où un acteur d'un clan agite les éléments pour contrôler la situation, l'autre camp immédiatement se sent menacé et réagit avec la même force, si bien que ce qui va peut-être départager les acteurs tapis dans l'ombre, dans le sérail, c'est la loi. C'est la loi et c'est le droit. La loi, au niveau de l'application des textes, le droit, à travers la justice. C'est pour cela que c'est une bonne chose que le tribunal criminel spécial soit en train de gérer ce dossier. Et nous souhaitons que tous ces dossiers-là soient gérés à ce niveau-là, quand ils vont arriver à son niveau. Mais nous pensons de manière plus globale que depuis que le Cameroun a quand même adopté une loi sur la transparence, il est de bon ton que dans plusieurs domaines, y compris sur les affaires foncières, y compris dans le domaine qui nous concerne, le patrimoine de l'État, qui avait été, au niveau des privatisations, liquidations, attribué, n'est-ce pas, au cabinet Atout, au niveau de la gestion, la sauvegarde, n'est-ce pas, des ex-régies FERCAM, ONPC, ONCPB, il est important qu'il y ait une transparence aussi. Qu'aujourd'hui, que l'État soit capable de faire un bilan sur la base de la convention qui le lie avec ce cabinet. Il faut qu'on sache exactement aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Mais j'ai peur d'une chose. Laquelle? C'est que le contexte dans lequel nous nous trouvons ne permettra pas qu'il y ait transparence. Pourquoi? Parce que c'est la guerre des clans et des réseaux. Dans la guerre de succession au président Paul Biya. Ah ouais. Alors, personne ne veut montrer ses faiblesses. Mais aucun des clans ne veut montrer ses faiblesses. Mais comment expliquer que le gestionnaire de ce cabinet remette en cause les autres instructions du président de la République dans une correspondance qu'il a adressée par l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, qui lui demande de cesser une activité. Il dit qu'il s'y oppose fermement parce qu'il dit avoir lui aussi reçu les instructions du chef de l'État de la part d'une autre personnalité de la République, ouais, et qui sont conformes, selon lui, aux règles et lois en vigueur au Cameroun. J'ai même lu une correspondance qui circule sur les réseaux sociaux où le secrétaire général à la présidence de la République écrit au ministre des Finances pour lui demander d'arrêter les activités, de faire arrêter les activités du cabinet Atout. J'attends de voir comment va réagir le ministre des Finances. C'est une patate chaude. C'est une patate chaude que dans la correspondance pour laquelle je suis en train d'intervenir, en fait, le SGPR est en train d'inclure dans la bataille le MINFI, le ministre des Finances, qui n'a rien à foutre avec cette affaire. Je veux dire de manière directe, au niveau des intérêts. Dans la guerre des intérêts, dans la guerre des clans, dans la guerre de succession dans laquelle nous sommes en ce moment, je le dis et je le répète, aucun des clans, aucun des acteurs ne veut montrer qu'il est faible. Mais il faut par-dessus tout que l'État puisse avoir le dessus. Mais il se trouve une chose, c'est que quand le cabinet Atout contexte, dénonce les hautes instructions et dit qu'elle n'est fondée même sur rien, mais c'est parce que ce cabinet a sûrement de bonnes informations, des informations qui leur permettent d'affirmer qu'en face, il faudrait qu'on démontre le contraire. Et M. Ouafo a pris un bon exemple ici dans les développements concernant l'affaire Tangana. L'affaire Basile, l'ancien ministre. Basile Tangana, l'ancien ministre de l'eau. L'ancien ministre de l'eau. Ouais. Pour lequel, sur haute instruction, le secrétaire général de la présidence de la République avait demandé, n'est-ce pas, au ministre de la Justice, au ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, de voir
d'envisager la libération de ce ministre-là. Mais jusqu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il n'y a rien eu du tout. C'est comme si on jetait un peu de sel dans l'eau, ça s'évaporait. Rien du tout. Je ne veux pas vous dire que les personnages cités sont des acteurs de l'ombre ou visibles. Mais je vais vous dire que la guerre qui a commencé et qui annonce ce que Wafo appelle le grand soir est terrible. Elle est terrible dans le sérail. Après vous, Edmond Kangia, Jean-Robert Wafo, le secrétaire général de la présidence de la République remet en doute les hautes instructions qui permettent au cabinet Atout de continuer à gérer les actifs résiduels des anciennes entreprises publiques, et le concerné Lazare Atout remet lui aussi en cause les autres instructions du SGPR qui lui demande de cesser toute activité. Vers où se dirige le Cameroun lorsqu'on a de telles contestations de part et d'autre de personnalités de la République? Avant de répondre à cette question extrêmement importante, permettez-moi, je finis un peu avec le truc, avec le précédent, donc avec l'affaire du port autonome. Monsieur Rifo a dit que les marchés spéciaux ne sont pas assujettis aux appels d'offres, aux avis d'appel d'offres. D'abord, je dis c'est faux, parce que on a vu le rapport d'étape de la Chambre des comptes qui a circulé dans les réseaux sociaux. Vous disiez que c'est pas parce que c'est un marché spécial que ça ne va pas obéir aux règles des avis d'appel d'offres. Et de deux, lui, il a dit ici que, et il s'est permis donc de dire qu'il y a un avis d'appel d'offres restreint. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Avis d'appel d'offres, vous-même vous dites, ça ne doit pas obéir au principe des avis d'appel d'offres. Et vous-même vous dites qu'il y a eu un avis d'appel d'offres restreint. On ne comprend plus rien. Et de deux, la question essentielle, c'est quoi? C'est-à-dire que cette correspondance qui demande au port autonome de débloquer de l'argent. Mais c'est sûr, mais attendez, les avis d'appel d'offres, c'est sur des budgets précis. Pourquoi c'est sur le budget du port autonome? Pourtant, j'ai dit que le port autonome est une entreprise à capitaux 100% public qui a une vocation industrielle et commerciale et qui de ce fait est soumis au droit OHADA. Il y a le conseil d'administration et l'assemblée générale. Le SGPR n'a rien à y voir. Et il y a deux tutelles, la tutelle administrative, la tutelle technique, qui est le ministère du Transport, et la tutelle financière, qui est le ministère des Finances. Et si l'État veut intervenir, l'État, à travers ces deux tutelles-là, n'est-ce pas, ordonne à l'Assemblée générale, n'est-ce pas, de prescrire des actions par le biais du conseil d'administration au directeur général. Vous dites que c'est pour la sécurisation et tout. Pourquoi vous ne puisez pas ça dans le budget, par exemple, du ministère de la Défense? Pourquoi vous ne puisez pas ça dans le budget de la DGSN? Pourquoi vous êtes dans le budget d'une entreprise publique soumise au droit OHADA, vous dites débloquer de l'argent? Le conseil d'administration n'est pas au courant. L'Assemblée générale n'est pas au courant. Le PCA n'est pas au courant. Mais écoutez, on est toujours soumis au droit OHADA ou pas? Donc, c'est ce que je voulais dire pour clore ce chapitre de mon côté. Maintenant, vous avez posé la question de savoir ce qui se passe avec le cabinet Atout. C'est-à-dire, il faut être totalement naïf au fond du trou pour ne pas comprendre que c'est des grandes batailles qui sont en train de se dérouler. Mais bien des grandes batailles. Kangate, on retire, on crée une task force. 3 000 milliards, c'est ce qu'on estime. Covid-Gate, vous parlez de 180 milliards? Non. En dehors de ces 180 milliards de francs CFA, de compte d'affectation spéciale Covid-19, je tiens à rappeler qu'il y a eu, que le FMI a versé de l'argent à l'État du Cameroun, d'un montant total de 222,4 milliards de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est où? C'est où? Parce qu'il y a eu un premier virement du FMI de 137 milliards de francs CFA
Et un deuxième, je crois que c'est de 86 milliards de francs CFA. On n'en parle pas. On parle seulement de 180 milliards de francs CFA. Ça, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que le FMI, depuis, demande, mais qu'est-ce que vous avez fait de mes ronds? Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? En fait, c'est ça que le FMI demande. Parce que les 135 milliards de francs CFA, parce que les 180 milliards de francs CFA étaient répartis ainsi qui suit. Il y avait 135 milliards de francs CFA qui devaient être générés par le budget propre de l'État. C'est la raison pour laquelle il y a eu une loi de finances rectificative où on ponctionnait dans certains ministères, on reversait dans d'autres où il y a eu des fonds qui ont été... Et il y avait 43 milliards de francs CFA qui devaient venir des partenaires. Donc l'AFD, la BAD, le programme mondial pour l'alimentation, les personnes physiques et morales. Et on a pu récolter, comme tu as dit, 8,6 milliards de francs CFA. Mais le FMI a fait deux décaissements de 137 milliards de francs CFA et de 86 milliards de francs CFA. Où est parti cet argent? Voilà des cas qui prouvent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et ce qui ne peut se tramer que les gens fassent, c'est-à-dire que refusent qu'il y ait transparence sur des fonds qui seront payés par des générations futures. Il n'y a que, je refuse de qualifier ce genre de personnes, il n'y a que des gens obtus pour ne pas comprendre que c'est l'après-Biya qui se prépare, c'est le grand soir. C'est le grand soir, M. Cédric Noufélé. Je disais tantôt, je ne souhaite pas la mort, nous ne souhaitons la mort physique d'un adversaire politique, même si c'est un ennemi politique, encore qu'il n'y a pas d'ennemi en politique. Mais j'ai posé une question simple. Si demain on n'entend plus parler le chef de l'État, ce que je souhaite pas, on souhaite souhaiter cela, à son âge, on est un patriarche, qui va annoncer que le chef de l'État n'est plus? La Constitution ne prévoit rien. J'ai bien peur que quelqu'un se lève à 10 h et dit le chef de l'État n'est plus, machin et tout. Et à 12 h, quelqu'un dit non, c'est une information fausse, il est encore au Bénin. Après la mort du président Houphouët, le Bénin a révisé sa constitution, il est clair là-dedans. On dit en cas de décès du chef de l'État, c'est le Premier ministre, ou en cas d'absence de celui-ci, c'est le directeur de cabinet civil. C'est clair. Mais au Cameroun, ce n'est pas... Mais j'ai dit, j'ai peur d'une implosion. On se rappelle, lors de l'annonce de la fausse mort du président de la République, on a vu le président de l'Assemblée nationale quitter Yaoundé pour se retrouver à l'extrême nord. Mais j'avais dit la même chose quand on n'avait pas encore créé le Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel. J'avais dit, cette constitution est floue. Elle est floue parce qu'on dit en cas d'absence du Sénat, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim en cas de décès. Est-ce qu'on peut... On est toujours dans le sujet là. Je dis des choses importantes. On est vraiment toujours dans le sujet. On dit des choses importantes, oui, parce que cette bataille-ci, c'est une bataille de l'après-Biya. Il faut qu'on le sache très bien. Et je suis de ceux qui pensent que le président de la République aujourd'hui a la solution à cela. Je pense que les truffions qui sont dans le gouvernement, ceux qui vont déclencher la guerre, la vraie guerre, la guerre au lendemain de son départ, je pense qu'il est temps pour le président de la République, pas de les neutraliser, mais de les mettre un peu de côté et de prendre de nouvelles personnes. Parce que tel que ça va là, tel que ça va, et je le dis, je m'adresse au chef de l'État et à tous ceux qui sont là, tel que ça va là, tout est possible. On ne va pas porter atteinte à l'honorabilité des personnalités de la République. Non, je n'ai pas porté atteinte à mais Patrick Rifoué, vous le voyez, il y a au sein de la presse et dans la classe politique des inquiétudes au regard de ces contestations des hautes instructions du chef de l'État. Mutation, le journal Mutation s'est même interrogé, s'agit-il des hautes instructions ou obstructions au regard de l'authenticité de ces instructions qui divisent le secrétaire général à la présidence de la République et le cabinet Atou. Quel est votre regard sur cette question? Avant de répondre à votre question, vous me permettrez en 30 secondes de revenir sur les propos de M. Wafo. Toujours. Patrick Rifoué ne dit pas. C'est l'article 71
du Code des marchés publics qui dit. Donc quand vous prétendez que c'est faux, vous alléguez donc que ce qui est dit dans cet article-là n'est pas exact. Lisez avant de venir. Je vais relire pour votre gouvernement parce que vous venez ici en étant totalement désinformé. Non, permettez que je relise. Ah, j'ai raison. Donc il s'est trompé. Voilà. Deuxième chose, lorsque vous avez dit tout à l'heure, en parlant de généraux et de colonels, il était normal que je ne pense ni au SEMA, ni au chef de l'État, ni au chef d'état-major particulier du chef de l'État, qui sont statutairement membres de cette commission. Parce que vous ne pensiez pas à eux. Si, c'est ça l'esprit de mon propos. Il faut repréciser. Dernière chose. Dernière chose. Vous n'êtes pas membre. Dernière chose. Vous n'êtes pas membre de la commission permanente de défense et de sécurité. Donc, quand elle se réunit, ces augustes membres ne sont pas tenus de vous notifier de ce qu'elle s'est réunie. Vous avez raison. Alléguer de ce qu'elle ne s'est pas tenue, ce n'est pas un fait. Vous supputez simplement. Or, il est possible qu'elle se soit tenue et que c'est sur la base. S'il vous plaît. C'est ici, sur ce tableau, que vous avez découvert la composition de cette commission. Allons-y, je n'en aviez jamais entendu parler. Vous ne saviez pas qu'elle avait voix au chapitre dans le cadre. La parole, Jean-Robert. Oui, Patrick. Admettez que vous ne saviez pas qu'elle avait voix au chapitre dans le cadre du marché dont on parle. Vous avez découvert sa composition sur ce plateau, M. Wafo. On avance dans le fil conducteur de l'émission. Pour en revenir à votre question. Oui, Patrick. Ceux qui contestent les institutions, les hautes instructions du chef de l'État, ils n'ont qu'à en appeler à César. Les hautes instructions sont données par les plus proches collaborateurs du chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, si vous les contestez, vous en appelez directement au président de la République qui arbitrera. Mais dans la contestation, Lazare a tout dit qu'il a aussi reçu les hautes instructions du chef de l'État de la part d'une autre personnalité qui a le droit d'utiliser la même formule sacrée. Oui. Alors, finalement, les Camerounais se perdent. Puisqu'il y a le secrétaire général qui peut dire sur haute instruction pour donner des instructions, il y a d'autres ministres, membres du gouvernement, d'autres personnalités qui disent qu'elles aussi, elles peuvent utiliser la même formule consacrée. Je pense qu'en la même finalement, qui a le droit d'utiliser ou pas, puisque vous parlez d'usages qui sont chers au président de la République. Le sujet ici, ce n'est pas les instructions du chef de l'État. Le sujet, c'est la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'État. Je tiens à rappeler, à titre d'exemple, que M. Castel est venu ici, il a même rencontré le chef de l'État, et on semblait lui avoir donné des assurances comme quoi le redressement fiscal qui devait s'abattre sur son entreprise serait levé. Mais après qu'il soit parti, on lui a quand même demandé de payer. Vous êtes parfaitement au courant de cette affaire-là. Mais il a pourtant rencontré le chef de l'État et il semblait avoir reçu... Mais il y a eu un arbitrage en faveur de cette entreprise brassicole. Un arbitrage, les modalités d'imposition et de redressement fiscal. On a bien vu que le président de la République a réagi en faveur de la structure. C'est pour ça que je dis que dans le cas d'espèce, le plus important, c'est la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'État. En 2017, lorsque la convention était signée avec ce cabinet, on était dans une perspective où il fallait privatiser. Aujourd'hui, nous sommes dans la perspective de la renationalisation. Donc, il me semble que le sens de l'histoire, c'est que les actifs de l'État reviennent dans le giron public. Donc, il n'y a pas de scandale à ce que les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le chef de l'État, souhaite que les actifs qui étaient gérés par ce cabinet reviennent, pour ceux qui est de l'ex-ONPC, dans le giron du port autonome de Douala. Merci, messieurs. C'est la fin. Comment un ministre, je ne suis pas là, comment un ministre peut viser une autre, donc peut prendre, n'est-ce pas, un arrêté en se basant sur la formule, sur haute instruction. Nous sommes dans un état de droit. J'ai comme l'impression que l'utilisation abusive de la fonction ministérielle au Cameroun a déjà créé, n'est-ce pas, une insécurité juridique, une insécurité judiciaire. Il faut que ça s'arrête. On est dans un état de droit. Quand vous voulez prendre un arrêté, appuyez-vous sur la loi, bien sur les textes en vigueur. Vous ne pouvez pas dire sur haute instruction. Votre position a été bien comprise, hein. Mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Roger Justin Noah et Jean-Robert Wafo, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Patrick Rifoué et Edmond Kambia, d'avoir participé à ces échanges. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission.
Et merci de rester sur Equinox Télévision.